19h45 à Cotonou et partout au Bénin, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de l'information sur la chaîne du développement. La forte potentialité et la variété de cultures de la vallée de l'Ouémé pourraient faire d'elle un levier pour l'économie béninoise. Elle est la deuxième vallée plus riche après le Nil en Égypte. Quel rôle jouent les associations des consommateurs avant et après une intoxication alimentaire? La réponse dans cette édition. Une rue dédiée à la mode africaine, en particulier la confection des vêtements brodés. Cette rue existe à Cotonou. On y retrouve des brodeurs de plusieurs nationalités. Dans ce journal, nous vous le ferons découvrir. Face aux dommages que subissent les acheteurs de biens et services, les associations de défense des consommateurs se donnent pour mission de protéger les intérêts des consommateurs. Mais au-delà des conférences de presse qu'ils organisent, comment fonctionnent-elles? Quel est leur rôle avant et après une intoxication alimentaire? C'est ce que nous proposent Mathieu Soukenou et Thibaut Maffon à travers ce reportage. Des tonnes de denrées alimentaires sont produites chaque jour pour couvrir les besoins nutritionnels de l'homme. Mais lorsqu'on n'y prend pas garde, ces mêmes denrées peuvent créer des dommages à la santé. On parle alors d'intoxication alimentaire. Nous avons pour mission de prendre les références effectivement des différents produits pour voir s'ils sont conformes. S'il y a des non-conformités, s'il y a des soupçons, nous remontons l'information à l'autorité pour que des mesures soient prises afin que les consommateurs ne puissent pas tomber dans ce piège, consommer ces produits ou être exposés à des nuisances sanitaires. Malgré toutes ces précautions, des cas d'intoxication alimentaire peuvent survenir. Les actions que mènent les associations sont alors d'une toute autre nature. Il y a deux voies qui s'offrent à nous. Nous pouvons prendre par la voie administrative ou bien la voie judiciaire. Selon que celui qui a mis le produit en circulation, selon son comportement, nous choisissons. Et selon aussi l'avis de la victime qui peut vouloir un règlement à l'amiable. Mais nous avons pour mission de les accompagner effectivement à être dédommagés chaque fois que la situation se présente. Mais au-delà, il est conseillé à chaque consommateur de prendre les dispositions adéquates pour ne pas être victime d'intoxication alimentaire. Il faut que nous puissions avoir le réflexe de signaler automatiquement après la consommation de nos produits où le goût ou la couleur a changé. Il faut qu'on remonte l'information pour qu'on puisse revoir au niveau du fournisseur s'il n'y a pas un défaut de fabrication qui serait préjudiciable à la consommation. Merci donc à Sylvania Tchanou pour avoir lu ce reportage de Thibaut Maffon. La vallée de l'Ouémé, une deuxième après celle du Nil sur le plan africain, pourrait être un levier pour l'économie béninoise. Malgré sa forte potentialité et la variété de sa culture, cette vallée ne joue pas encore son rôle de grenier du Bénin et même de la sous-région. Quelles en sont les raisons? Suivez le reportage de Jules Akoikou et William Tchouki. Le Bénin, une puissance agricole d'ici 2025. Une volonté manifeste des décideurs politiques. Des 7 millions d'hectares de terres arables, à peine 18% sont exploités. Pire, l'agriculture béninoise est encore tributaire des précipitations, un véritable frein à l'éclosion de cette volonté. Nous ne pouvons pas continuer à faire l'agriculture selon la pluie, parce que là aussi on ne maîtrise rien. Vous voyez aujourd'hui, quand on parle de la culture, des cultures maraîchères au Burkina Faso, le Burkina Faso vraiment a un certain nombre d'avantages par rapport à nous. Donc c'est parce qu'il y avait des aménagements au Burkina Faso, de grands aménagements effectués déjà par l'État en temps révolutionnaire de Sankara, mais par la suite, même le Milan Chalon a fait de grands aménagements qui font école aujourd'hui au Burkina Faso, donc nous devons aller vers ça. Et nous sommes heureux et contents de remarquer quand même que dans notre pays, au niveau de la vallée de Malanville, le chef de l'État s'est abondamment investi dans ce sens. Donc, il faudrait voir si ça prend et dans quelles conditions on peut
valoriser, bien sûr avec la coopération chinoise, valoriser ces installations et puis d'autres bailleurs de fonds qui sont intervenus par la suite, la BAD est intervenue, la BEAD est intervenue pour accompagner ce processus. Si dans la vallée du Niger, les résultats de l'exploitation de cette terre riche sont concluants, dans la basse vallée de l'Ouémé, la deuxième vallée la plus riche après celle du Nil, les choses battent toujours de l'aile. La question de propriété limite les interventions à ce niveau-là. Mais au-delà de tout, il ne faudrait pas faire de grandes installations dans notre pays, parce que notre pays est étroit, faire de petits aménagements à la dimension humaine, capables d'être reproduits et d'être gérés par les localités qui les utilisent. Donc, à ce niveau, c'est fondamental. Vous voyez, au début du règne du président Yaboni, il y a ce qu'on appelle les aménagements sommaires. Ça veut dire que pendant la saison des pluies, sur 1 hectare, c'est peut-être 200 000 francs ou 400 000 francs d'aménagement sommaire qui permet de conserver l'eau pour les plantes. C'est des aménagements qui sont très importants. On n'a pas besoin de faire de grands aménagements, mais des aménagements sommaires, le temps d'une campagne, qui ne coûtent pas tellement cher, mais qui ont donné leurs résultats. Donc ces types d'aménagements, il faut les repenser, les étendre et les améliorer à côté des aménagements qu'on pourrait effectuer sur l'Okpara, sur le fleuve Ouémé, à Malanville. Vous voyez, l'Okpara, par exemple, là, nous avons des problèmes de crues, débordements, tout ça, mais c'est des choses qu'on peut canaliser pour permettre aux producteurs de pouvoir accéder à la chose. Mais il y a quand même des inconvénients. Lorsqu'on fait de grands aménagements, il y a des déplacements de cours, déplacements de population et puis des inondations qui peuvent arriver. Il faut faire des aménagements qui puissent éviter, qui permettent de protéger la nature, de protéger les populations qui vivent dans les environnements. C'est la question de propriété qui a empêché les différents projets de se réaliser. Il y a des problèmes de propriété, c'est d'abord ça qu'il faut régler. Si ce problème est réglé et les aménagements sont faits au profit de ceux qui sont capables de produire, ça pourrait aller. Donc il faut qu'on s'entende sur la question de propriété et que l'État, prenant appui sur ça, puisse investir. Parce qu'il ne faudrait pas investir pour que ce soit seulement la chose de 2 ou 4 collectivités. Il faudrait que les gens se rendent compte que c'est un domaine. D'abord, les cours d'eau, nulle part n'est la propriété de personne. Il faut que dans notre pays, on soit discipliné pour savoir que les cours d'eau, c'est pour l'État. Si on est discipliné, ça pourrait aller. Donc la question de propriété dont on parle, c'est parce que notre État n'est pas fort. Au moins à ce niveau-là, l'État doit être fort. Les vallées, les cours d'eau, c'est pour l'État. Régler le problème de la sécurité des terres, construire des retenues d'eau pour réduire la dépendance, et la vallée de l'Ouémé pourra jouer son rôle de grenier du Bénin et même de la sous-région ouest africaine. La rue des Brodeurs à Cotonou est la destination favorite de bon nombre de personnes en quête de vêtements brodés. Plusieurs nationalités s'y trouvent et y exercent depuis plusieurs années déjà. Allons à la découverte de la rue des Brodeurs avec Anthony Alaka et Jennifer Sativi. Skoagbeto, un des quartiers de Cotonou. Impossible ici de parcourir une ruelle sans être en présence de boutiques ou d'ateliers de broderie. Il s'agit de la principale activité du lieu, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de la rue des Brodeurs. Sa genèse remonte aux années 80. Commerce. Bon, atelier ici, là, c'était Vieux Diouf, il est sénégalais. Avec M. Cham, c'est un sénégalais. Bon, moi, je suis venu compléter avec, je suis malien. Et on a resté ensemble avec Kalou Demba. Il était dans le bon hôtel Bako. Bon, les gens, bon, on est en train de livrer les apprentis là, et aussi ils vont ouvrir l'atelier. Après là, ça grandit comme ça, ça devient rue de Brodeurs. Quand on parle de la route des Brodeurs, on parle d'un quartier où il y a tout type de couturiers. Des brodeurs, des fournisseurs et puis des tailleurs simples. Une estimation, bon, on peut dire ça varie de 100 à 120 comme ça. On ne peut même pas compter parce que c'est trop. Il y en a d'autres même qui sont cachés à l'intérieur des maisons. La rue des Brodeurs est alors devenue le lieu de travail de bon nombre de personnes exerçant dans ce domaine. Cela est essentiellement dû à sa renommée qui va même au-delà des frontières béninoises. Tout celui qui quitte d'un pays, il descend à Cotonou. Quand il demande c'est où le quartier des Brodeurs, on lui dit simplement Skoagbeto.
Donc, tout celui qui veut ouvrir son atelier est obligé de faire un pas à Square Gbeto pour chercher un espace, créer sa petite boutique ou atelier pour commencer le travail. Avant notre emploi là, c'était ghanéen. Mais quand on a formé beaucoup de Béninois là, et les Ghanéens sont commencés à rentrer. En dehors des couturiers et brodeurs, certains trouvent l'endroit assez propice aux affaires. Il y a des tailleurs de métier, il y a des hommes d'affaires, c'est-à-dire vous avez un peu de fonds, vous ouvrez un atelier, vous prenez des travailleurs et vous vendez. Parce que souvent on vend à l'extérieur, c'est plus important qu'avec la clientèle au niveau du Bénin. Toutefois, l'installation massive des brodeurs dans ce quartier n'est pas sans générer d'autres difficultés. Le fait qu'on est plus nombreux, vous voyez quand on gagne 50 000 par jour, par semaine par exemple, et qu'on est plus de 4 voire 5, donc ça réduit. Si nous tous nous sommes ensemble et qu'on a tiré une conclusion et un règlement qui est debout, ça va nous permettre, parce que tu ne peux pas quitter d'un atelier à un autre atelier, on te dit une commande est à 14 000, tu vas là-bas, la personne va te dire c'est 10 000, c'est impossible. Mais aujourd'hui, les commandes qu'on fait à 15 000, 16 000, si tu vas dans un atelier, maintenant ils te disent non, même avec 7 000, ils prennent. Des normes sont appelées à être établies et respectées, et c'est là où réside la valorisation de ce quartier et par ricochet, la prospérité de l'économie de la ville, voire du pays. Page internationale à présent, la Banque mondiale a approuvé un financement de montant total de 15 millions de dollars en faveur de la Côte d'Ivoire dans le but d'aider à enrayer le phénomène de déboisement et de dégradation des forêts qui prend de l'ampleur dans le pays. Ce financement provient de l'Association internationale de développement qui agit en qualité d'agent d'exécution du programme d'investissement forestier au titre du Fonds climatique d'investissement stratégique. Les bénéficiaires directs de ce projet, estimés à environ 345 000 personnes, seront les agriculteurs et les communautés tributaires de la forêt. La République fédérale d'Allemagne a accordé au Mali un financement sous forme de dons d'un montant total de 34,7 milliards de francs CFA. Ce fonds est destiné à la mise en œuvre de plusieurs projets d'alimentation en eau potable et d'irrigation. Ce don va contribuer également à appuyer le programme national d'irrigation de proximité dans la région de Gao ainsi que le programme national d'irrigation de proximité dans les régions de Tombouctou et de Mopti. À Paris, la Seine a atteint son pic de crue loin du record historique observé en 2015. Mais la décrue s'annonce lente avec pour les riverains des conséquences non moins importantes pendant encore plusieurs jours. Regardez plutôt les images de l'AFP commentées par Marcel Arossi. À Paris, la Seine a atteint son pic de crue lundi, loin du record historique. Des interrogations demeurent sur les dégâts potentiels pour la région. Les promeneurs sont venus en masse tout le week-end observer sous une bruine fine les beiges submergées. Bateaux à l'arrêt, arbres et lampadaires baignant dans une eau boueuse où quelques-uns avaient même choisi de pêcher. Côté transport, 7 gares parisiennes en bordure de Seine resteront fermées au moins jusqu'au 5 février. Au total, 1500 personnes ont dû quitter leur logement en Île-de-France, a indiqué lundi la préfecture de la police. Environ 1900 abonnés restaient touchés par des coupures d'électricité. Ces crues résultent des fortes précipitations tombées ces dernières semaines sur des sols déjà gorgés d'eau. Le bimestre décembre-janvier compte parmi les plus pluvieux recensés depuis le début des relevés en 1900, selon Météo France. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain, 19h45.